Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux personnes qui nous suivent effectivement en direct. Donc voilà, Nejma nous a effectivement fait part du fait que Nathalie était dans les embouteillages. Elle vient de France 5. Elle a enregistré une émission supplémentaire. Elle s'en ira demain. Mais avec Marcello, on va revenir en attendant qu'elle nous rejoigne d'ici quelques instants, probablement 5 à 10 minutes maximum. Marcello était dans son jury de thèse. Alors, Nejma parle de 30 ans de carrière, de sa carrière personnelle dans la médiation scientifique. Je faisais la remarque à Marcello que ça fera au mois de décembre cette année 30 ans que Nathalie a passé sa thèse de doctorat, dont tu étais l'un des membres de son jury. Oui, oui. Ça ne s'avantage pas à mon âge, malheureusement. Mais j'étais dans son jury, mais je l'avais connue bien avant, pendant qu'elle était étudiante, surtout quand elle passait la plupart de son temps à Meudon, chez les laboratoires de planétologie de M. Audouin Dollfus. Et on avait parlé beaucoup de ses recherches sur les images encore du Mariner 11, parce que c'était encore les Mariner 11. Non, il y avait eu aussi... Il y avait un peu de Viking. Il y avait eu aussi Viking. Ben, elle travaillait sur Gusev. Déjà. Oui, c'était sa première... Sa thèse, disons, c'était déjà sur Gusev. Donc Gusev, c'est une région dans un cratère qui s'appelle Gusev, qui est à la fin de ces rivières séchées, disons, qui caractérisent une grande partie de Mars et qui sont les témoins de la présence d'eau à un certain moment, ou des fluides, disons, à un certain moment dans la surface martienne. Elle avait déjà étudié ça et elle avait la reconstruction faite avec des images différentes, à des différentes résolutions, la résolution du kilomètre du Viking et de certaines, de quelques dizaines de mètres déjà de Viking. Et elle était déjà enthousiaste, elle déjà pensé, comme vient de dire notre présentatrice, elle déjà pensait qu'il y avait la possibilité de trouver la vie, vu qu'il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau, du liquide, disons. Hein, et Mars avait montré pour la première fois, entre 1971 et 1980, plus ou moins, hein, 77 en réalité, parce que Viking a été arrêté au moment où Voyager est parti, mais a envoyé des résultats extraordinaires. Donc, dans ces années-là, elle avait montré les visages d'une planète qui on ne s'attendait pas au moment où il y avait les premières images de Mariner 4 et Mariner 6 qui représentaient un terrain... Un terrain pas très hospitalier. Oui, c'était... Pas la Lune, mais presque. Même pas la Lune, c'était encore plus plat que la Lune. Pire que la ça. Lune, c'était plus violente, c'était plus dramatique, comme dirait un Américain. Mars, il y avait des cratères assez simples, assez pas profonds, etc. Et Mariner 11 nous a montré des choses extraordinaires. Elle nous a montré un monde qui valait la peine de visiter. Il a été visité plusieurs fois dans ce moment et va continuer à être visité parce qu'on est en pleine exploration directe sur place, mais on va visiter encore et encore et encore dans les années qui viennent. Il y a 4 ou 5 missions, et pas seulement américaines et européennes. Il y a aussi les Chinois, il y a aussi les Japonais. Les Japonais ont une très belle mission en cours, en préparation, qui va partir en 2024, pour étudier Phobos, les satellites, et ramener des échantillons à Terre.
Donc ça, c'est une autre étape fondamentale. Il faut dire que Marcello est spécialiste des petits corps planétaires, notamment des astéroïdes, notamment, mais aussi évidemment des autres gros corps planétaires. Et donc voilà, on a une mission qui s'appelle MMX. MMX, oui, c'est la Mars Moon Exploration. Voilà, la France est impliquée avec l'Allemagne, oui. Et c'est une mission JAXA, donc japonaise. Oui, oui, et Meudon est impliqué. Et Meudon est très impliqué, parce de Paris est très impliqué. Un spectromètre est en train de préparer un spectromètre qui s'appelle MIRS, MMX Infrared Spectromètre. Imager spectromètre. Donc on va se poser en fait et on va ramener des échantillons de Phobos. On va se mettre en orbite autour de Phobos, faire une exploration approfondie pour chercher la meilleure les meilleurs sites pour descendre. Et après, il y a une rover qui est fait descendre et circuler un petit peu sur la surface. Ça, c'est la partie allemande-française aussi. Et il y a un atterrisseur qui descend, prend un échantillon et les ramène au sol. Les Japonais ont déjà fait des miracles dans ce sens avec l'astéroïde Ryugu dans les années passées et qui ont ramené... La chose curieuse, ils ont ramené 5 grammes ou 6 grammes, je pense, des échantillons. Et ils étaient enthousiastes parce qu'ils voulaient ramener 1 gramme. Donc, ils ont ramené les 500% de ce qu'ils voulaient. Alors, comme le thème conducteur, Nathalie n'est pas encore là, mais ça ne va pas tarder, le thème conducteur, c'est quand même la recherche de la vie, oui. Un peu partout, et comprendre aussi ce qu'est la vie. On va en reparler avec elle, on va voir quelle définition on peut donner à cette forme, en fait, qu'on caractérise, qu'on connaît bien sur Terre, mais qu'on n'a toujours pas trouvé ailleurs. On cherche aussi sur Phobos peut-être des molécules organiques ou les molécules organiques sont cherchées partout. Dans chaque mission, il y a toujours une partie qui est la recherche des molécules possiblement prébiotiques. Si on trouve des molécules, on l'a fait sur Titan, on l'a fait sur n'importe quelle mission. On pense aller sur Europa, voir la même chose, etc. N'importe quelle mission a toujours cet aspect d'essayer de voir s'il y a des molécules qui sont plus près à celles qui peuvent donner naissance à la vie. C'est très important. Mais la mission sur Phobos est surtout pour voir... pour comprendre quelle est l'origine de Phobos. Parce qu'il y a le débat si c'est quelque chose qui s'est formé sur place ou c'est un objet capturé. Et quand même, Phobos a un avantage. Il est très près, en termes astronomiques, à Mars, parce qu'il se trouve à 6000 km plus ou moins de la planète. Et probablement, il y a de matériaux martiens sur la surface. Et donc... ramener des échantillons, ça signifie essayer de comprendre quelle est la différence entre la composition de Phobos et s'il y a une composante martienne actuelle. Donc, si tout va bien, on aura des échantillons de Phobos avant les échantillons que Persévérance prélève actuellement. Oui, c'est sûr. Parce que ça devrait arriver... Donc, un 24 va partir, un 27 va revenir. D'accord, alors que Persévérance, c'est pas avant 2030 au moins. Oui, et donc probablement les quelques grammes, parce que les Japonais sont toujours... compliqué. Mais avec, je me permets de vous rappeler que sur la Hayabusa 1, ils ont amené, je pense, 0,01 microgramme des échantillons, et ils ont fait une centaine de publications scientifiques avec ça, parce que ça suffit avec les moyens qu'on a sur Terre pour faire une analyse profonde qui a donné de très beaux résultats. Dans ces cas-là, avec 5 grammes, on va y travailler pendant 15 ans minimum. Bon, alors vous allez voir... voilà, Nathalie est là, magnifique. Mesdames, Messieurs, Nathalie Cabrol, bonsoir. Ouais, ça fait, voilà, on disait 30 ans. C'était dans quelques jours, ça fera 30 ans pour la thèse de doctorat. Eh bien, assieds-toi. Bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et on se demande pourquoi je travaille dans le désert. Hein. C'est ça. C'est bien périphérique à 6 heures le soir. Oui, je suis venu en métro, c'était dur. Bon, mais on papotait en t'attendant. On parlait déjà de la thèse de doctorat il y a 30 ans bientôt.
et puis de l'exploration. On était déjà sur Phobos, MMX et le retour d'échantillons de Phobos avant ceux de Persévérance. Mais donc maintenant, on va pouvoir te passer la parole, puisque c'est ta carte blanche. Sur ce voyage aux frontières de la vie, sur les études que tu mènes, les recherches que tu mènes avec tes différentes équipes. Et puis on va papoter, puisque on n'est pas forcément tous d'accord sur ce qu'est la vie et comment elle est apparue. Ça, évidemment, personne n'est encore d'accord là-dessus. Et si elle a une chance d'être apparue ailleurs. Donc voilà. C'est pas nécessairement une question d'être d'accord ou pas d'accord. Pour être d'accord ou pas d'accord, il faudrait savoir de quoi il s'agit pour commencer. Je pense qu'il y a beaucoup d'hypothèses à l'heure actuelle qui parlent de l'apparition de la vie. Il y a pendant un long moment, on pensait que la vie avait démarré autour des fumeurs noirs au fond de l'océan, etc., parce que c'est des milieux où il y a de l'énergie et tous les ingrédients pour la vie. Et puis aujourd'hui, certains chercheurs disent non, le milieu n'est pas favorable parce qu'on a besoin d'une énergie aussi différente. Et au fond de l'océan, il n'y a pas cette dynamique dont la vie a besoin pour démarrer. Et eux voient ça plus sur les rivages, dans des endroits, dans des endroits où la marée laisse des petites mares, ou alors dans des systèmes hydrothermaux. Le fait est qu'on n'a pas, en plus, on n'a pas une définition de la vie. Il n'y en a pas une. Alors, c'était ça le point, en fait. Oui. Comment aujourd'hui on caractérise la vie? Parce qu'on a tous été à l'école primaire. Il y a 30 ans ou 40 ans, c'était un organisme vivant. C'était quelque chose qui ingérait, par exemple, de l'oxygène et qui dégageait du CO2, de la vapeur d'eau. C'était assez basique. Il y a des... Ça, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Oui, évidemment, c'est plus compliqué. Mais la vie, on dira que c'est quelque chose qui métabolise, c'est quelque chose qui se reproduit, c'est quelque chose qui se nourrit. Mais en fait, aujourd'hui, on revient sur la notion même qu'il y a besoin d'une définition de la vie. Puis, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas du tout si la vie, c'est une transition de chimie préorganique à la biologie, ou si c'est quelque chose qui est arrivé par un heureux accident. Ça a des répercussions pour la recherche de la vie dans l'univers. Même si c'est un accident, vu la quantité de planètes qu'il y a dans l'univers, on peut penser que c'est un accident qui va se répéter quand même, qu'il y a des chances de se répéter. Marcello. Pourquoi pas? Oui, non, pourquoi pas? Moi, je disais avant à Gilles que je vois la vie comme un phénomène des campagnes et pas des villes. Dans le sens que c'est plutôt facile, peut-être, trouver la vie en se promenant dans la campagne, en passant d'une factory, d'une farm à une autre, plutôt que traverser les paliers de son appartement et les trouver à côté. Ça veut dire que je ne pense pas que dans les systèmes solaires, on va trouver quelque chose, ce serait merveilleux, mais je pense plutôt, comme disait Nathalie, que avec ce grand nombre de mondes que nous pouvons imaginer seulement, il y a quelque part dans l'univers où les conditions qui ont amené à la naissance de la vie sur Terre peuvent être reproduites. Alors, je vais me faire un peu provocateur, parce que si on était tous d'accord, et si on allait tous dans le même sens, donc du coup, et en plus j'aime bien ça, mais du coup, il y a quand même plusieurs choses, parce que là, ici, et parmi le public et à distance, on a des spécialistes qui ont suivi l'histoire de l'exploration planétaire et l'histoire de l'astrophysique et l'astronomie moderne, et on a l'impression que plus on cherche, et peut-être faut-il chercher différemment, et ça va être là où SETI a un regard assurément peut-être différent des autres regards. Plus on cherche, donc on passe sur Titan, on comprend que finalement cette atmosphère n'est pas du tout favorable parce qu'il n'y a pas d'eau liquide, et ça on ne pouvait pas le savoir avant, mais du coup quand Voyager passe au-dessus de Titan, on se rend compte que ça ne marche pas. On va Viking, les Viking Landers vont plutôt chercher du métabolisme. Donc c'est une façon très particulière, et on s'aperçoit que l'hyperoxydation, ça fonctionne aussi bien, et que du coup c'est pas probant, c'est pas comme ça qu'il faut chercher. Et moi j'ai presque l'impression que plus on cherche, et plus on est seul en fait. Plus on cherche, ça fait... Oui, non, c'est provocateur dans le sens où, en fait, on n'a pas vraiment encore cherché. Ce que tu disais de Viking, ça a été
une expérience qui a été lancée dans l'enthousiasme des années 70 et du début de l'exploration spatiale, où on se disait tout est possible. Ça venait. Rappelle-toi que quand Mariner est parti, quand les sondes Mariner sont partis, on était à peu près certain qu'on allait trouver des jolis dômes de cristal à la surface de Mars, parce que Schiaparelli et Lowell avaient dit qu'il y avait des canaux sur Mars, etc. Donc, c'est pour ça, quand Sagan a fait le design de la mission Viking, il y avait une expérience de biologie à bord. Mais il est bien évident que quand on est arrivé à la surface de Mars, on n'avait aucune idée de l'environnement. Aucune idée de l'environnement. Mais par contre, on a réalisé très tôt qu'à cause de ça, on avait des réponses ambiguës qu'on n'était pas capable. On n'était pas capable de discerner qu'est-ce qui pourrait être biologique et qu'est-ce qui pourrait être de l'environnement. Et c'est pour ça qu'à la suite, il y a eu tout un programme intégré. Quand on a une équation à deux inconnus, il faut au moins essayer de connaître une des inconnues suffisamment bien pour essayer de déduire l'autre. Et comme la vie sur une planète, la nôtre, puisque c'est le seul exemple, c'est une coévolution de la vie et de l'environnement, il faut qu'on commence à connaître l'environnement très bien. C'est pour ça qu'il y a eu cette intégration de missions. On a commencé à essayer de comprendre la géologie de Mars, le passé de Mars avec des orbiteurs, etc. Ensuite, on a envoyé Mars Odyssey pour essayer de comprendre le climat. Et quand on avait à peu près l'idée qu'on avait des traces, qu'on voyait des traces de l'eau passer. Pourquoi l'eau c'est important? Parce qu'on en a besoin pour la chimie de la vie telle qu'on connaît. Alors on a envoyé des rovers. On a démontré, sans trop d'ambivalence maintenant, que Mars était habitable dans le passé pour la vie telle qu'on la connaît. Ça ne veut pas dire toi, moi, Marcello, ça veut dire des tout petits micro-organismes. Et donc maintenant, seulement maintenant, on commence à envoyer des missions qui vont chercher la vie sur Mars. On n'a pas cherché la vie avant. L'essai de Viking, c'était un essai comme on l'a fait parce que c'était l'époque des Voyagers, c'était l'époque des Pioneers, etc. Surtout, c'était le fait qu'on dit je vais chercher la vie, on trouve le financement. Oui, c'est probablement plus difficile que trouver la vie, je crois. On se souvient, Olivier de Goursac est au premier rang, on se souvient tous de Spirit et d'Opportunity, évidemment. On était aussi ici, d'ailleurs. Alors, pour Spirit, on était ensemble à Pasadena avec Olivier et toi et quelques autres pour vivre ce grand moment. Enfin, on se posait dans le cratère Gusev, tant étudié depuis le laboratoire de l'Observatoire de Meudon. Est-ce que finalement, il y a une forme de progression et de linéarité dans la façon dont on cherche la vie et dont on caractérise ces potentiels écosystèmes sur Mars? Est-ce qu'il y a une vraie suite logique? Est-ce qu'on continue toujours à suivre l'eau? Est-ce que c'est pas une erreur de s'acharner en fait sur Mars? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres corps planétaires dans le système solaire qui pourraient être plus intéressants? Parce que, mine de rien, malheureusement, on ne fait pas du fordisme dans le spatial. Donc, il y a une ou deux sondes toutes les 5 ans. Et encore, là, bientôt, il n'y en aura plus beaucoup sur Mars. Donc, comment on peut envisager maintenant, au regard de tout cet éclairage, parce qu'on connaît Mars parfois mieux que certains endroits sur Terre, comment on s'adapte, en fait, et c'est quoi l'étape pour aller plus loin en fait sur Mars? Est-ce qu'il faut creuser plus profond? Alors, tu as fait toute une série d'affirmations et elles ne sont pas nécessairement exclusives les unes des autres. Et je ne dirais pas que c'est non, on ne doit plus chercher sur Mars. Ça fait combien? Ça fait 20 ans qu'on a des rovers au sol sur Mars. Maintenant, pour la méthode, pourquoi on va dans un certain type de sites, pourquoi on les explore? C'est toujours cette question de l'eau. Pourquoi on court après l'eau pour la vie? Parce qu'on est à la recherche de la vie telle qu'on la connaît. Alors tu me diras, pourquoi on ne cherche pas la vie telle qu'on ne la connaît pas? Parce que, c'est probablement, il y en a probablement beaucoup à droite et à gauche, mais c'est le seul modèle qu'on connaît. C'est le seul modèle qui fonctionne pour le moment et dont on est sûr qu'il fonctionne. Et en plus, et ça, Marcello pourra encore élaborer là-dessus, mais les éléments qui fabriquent les briques de la vie sur Terre sont complètement communs dans l'univers. Ils sont 3. Oui, et ils sont absolument communs. L'eau est quelque chose de tout à fait commun dans l'univers. Et là, si tu veux, Marcello, ajouter la vision de l'astrophysique. N'importe où on regarde dans l'univers, on trouve l'hydrogène. C'est partout. Et après, les éléments les plus abondants, avec l'hélium, d'accord, mais c'est inerte, donc ça ne nous intéresse pas pour la vie, il y a de l'oxygène et il y a du carbone.
est les trois choses qui nous servent pour faire n'importe quel type de molécule qui a un intérêt pré-biolytique ou après Oui, et biologique. donc, on sait que ça a fonctionné sur la Terre, on sait aussi, non seulement par exemple Mars dans le système solaire, mais ça fait maintenant 15 à 20 ans qu'on regarde aussi bien plus loin que le système solaire. On a 4000 et quelques exoplanètes qui sont confirmées désormais, un grand nombre qui sont à l'intérieur de la zone habitable de leur étoile, et il y en a quelques-unes qui montrent des signes d'avoir de l'eau à leur surface, ou même des océans. Donc, c'est pas nécessairement stupide de toujours chercher quelque chose qui nous ressemble, en tout cas pour commencer, parce que on est plutôt commun. Maintenant, il y a un laboratoire naturel pour essayer l'hypothèse alternative dans le système solaire, évidemment, et c'est Titan. Je ne suis pas biochimiste, donc pour moi, ça me dépasse un petit peu d'essayer de comprendre quelle est la chimie prébiotique ou la biologie qui peut être fabriquée avec des hydrocarbures. Mais il y a quand même aussi un océan d'eau sous la croûte de Titan. Donc là, la chimie, elle doit être extrêmement complexe. L'idée des Titans, c'est qu'il y a un océan au-dessous de la Oui. croûte Oui. et que cet océan est responsable de tout le reste dans la planète, dans les satellites. Nous, on est descendu pendant les 2h30 de Huygens. C'était ici en direct. Oui, Ah, on l'a vécu. moi j'étais là. Ouais, absolument, absolument. Et là, en tremblant. En plus. Il y avait beaucoup d'émotions. Oui, non, mais c'était un moment incroyable. C'est un des moments qui font de notre métier la beauté et le fait qu'on ne se fatigue jamais de continuer à le faire. Donc, sur Titan, on est descendu, on n'a rien trouvé de réellement probant. Ça a été après l'analyse des données, surtout de Cassini, parce que nous, on a trouvé quelle est la composition de l'atmosphère, qu'il y a devant, mais lorsqu'on est arrivé au sol, c'était un sol peut-être d'un lac séché. C'est ce que j'ai dit quand j'ai vu les premières images. En fait, Peut-être. j'étais debout sur la table en train de pointer. Peut-être un lac séché. Il y a des rivières. Il y a des galets. Il y a des galets et il y a des rivières qui se tombent vers les lacs séchés, etc. Mais en réalité, la chimie, ce n'était pas une chimie favorable au type de vie que nous pensons être la nôtre. Mais je pense qu'il y a, que dans ton expérience, au-delà de... tu as trouvé des éléments biologiques qui ont des différences importantes avec celle qui est notre vision de la vie. Oui, et probablement. Les extrémophiles sont... Les extrémophiles, en fait, sont des organismes qui sont très anciens et très adaptés. Et c'est une des choses aussi qui est importante, surtout pas dans ce milieu-là, parce que c'était Mars. J'espère que ce sera dans ce milieu-là aussi. Mais quand on va dans les Andes ou dans l'altiplano et qu'on trouve des micro-organismes, d'abord on trouve les mêmes le long du désert d'Atacama, de l'altiplano et des Andes. La raison pour laquelle on va là-bas, c'est parce qu'il y a des conditions d'environnement qui sont très proches de Mars au début de son histoire. Mais on trouve les mêmes organismes ou des symbioses entre différentes communautés d'organismes. Et c'est toujours ces petites algues bleues et ces algues vertes qu'on retrouve au début de l'histoire de la vie sur Terre et qui ont donné les premiers fossiles. Et en fait, ils présentent les mêmes types d'adaptations. C'est véritablement un voyage dans le temps et une machine à remonter dans le temps parce qu'on voit comment ils se sont adaptés à un environnement où il y a beaucoup de rayonnement ultraviolet. La Terre, au début, n'avait pas de couche d'ozone, donc ils ont dû apprendre à s'adapter, et s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont résisté. Et aussi des adaptations à un très fort taux de salinité. Ils sont capables aussi de s'adapter à des pH très acides, et puis aussi à des très hautes températures. C'est la Terre primitive. Mais dans ce transect de l'Atacama aux Andes, il y a des environnements tellement très, très différents et ils vont activer ou désactiver certains de ces gènes qui leur permettent de s'adapter. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Alors, si on pousse quand même si on reprend, on rembobine le film de la création, on va dire, jusqu'à un peu avant la formation des planètes.
on a une étoile, puisqu'on parle d'exoplanètes, hein, donc on regarde aussi les autres étoiles et les autres systèmes planétaires autour de ces étoiles. Donc ça, c'est récent. C'est Major et Kenose qui découvrent les premières exoplanètes. Donc on rembobine. Le système solaire n'est pas encore créé. Il y a tout un ensemble d'événements très spécifiques au système solaire. Donc en France et en Europe, on a Morbidelli et Lascar qui démontrent que les planètes n'étaient pas du tout là où elles se trouvent aujourd'hui, que les gazeuses étaient bien plus proches au départ, enfin, Jupiter surtout, et les Jupiters chauds nous montrent ça, donc les gazeuses sont très proches au départ de leur étoile, puis finalement il y a une migration, il y a un jeu très particulier, un couple très particulier entre Saturne et Jupiter, qui font que finalement les 4 planètes telluriques peuvent migrer, revenir dans le système solaire intérieur, et la suite on la connaît. Alors même si on la connaît mal, on la connaît. Ça donne la Terre, avec un couple très particulier, la Terre et la Lune. La Lune a évidemment un rôle très particulier. Donc quand on fait l'addition de tous ces événements très spécifiques, ça questionne sur les statistiques, puisqu'on t'a entendu beaucoup cette semaine à la télé et à la radio parler de statistiques. Ça questionne quand même, parce que c'est ce que je disais un peu à nouveau pour provoquer avec Marcello en discutant tout à l'heure. Nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur Terre. 8 milliards, c'est déjà un échantillon très important. Et il n'y a pas 2 personnes qui se ressemblent, si on met à part les jumeaux. Donc, je suis pas d'accord avec toi. On peut revoir ça aussi. Oh, bon, oui, d'accord, mais admettons qu'il y en a 2 qui se ressemblent. Il y a ici 2 planétologues qui se ressemblent un peu. Italien. Voilà, italien en plus. Tu vois, il y a beaucoup de. Non, mais alors, c'est quand même cette histoire de statistiques. Oui, il y a des milliards, des centaines de milliards d'étoiles, probablement un nombre incalculable aussi de planètes autour. Mais quand même, ça pose la question. Alors, comment au SETI on aborde cette partie statistique depuis l'équation de Drake, notamment jusqu'à aujourd'hui? L'équation de Drake, je ne sais pas s'il faut la répéter pour l'audience, c'était simplement une méthode pour essayer d'estimer le nombre de civilisations technologiquement avancées qui pourraient se trouver dans notre Voie lactée. Et quand Frank Drake a commencé, en fait, cette soi-disant équation, c'est pas une équation, c'est plus exactement une formule. C'était en fait le programme d'une conférence. Il essayait d'organiser ces sessions en essayant de comprendre comment il pouvait organiser ces sessions. Il a dit, bon, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on essaye d'estimer le nombre de civilisations extraterrestres qui pourraient exister dans l'univers? Alors il a dit, combien il y a d'étoiles qui naissent par an dans la Voie lactée? Autour de ces étoiles, combien y a-t-il de planètes qui sont formées? Combien il y en a qui ont des systèmes planétaires autour d'elles? De ces planètes, combien y en a-t-il qui pourraient être dans la zone habitable? Combien dans la zone habitable pourraient développer la vie? Et dans cette vie, combien développerait l'intelligence et puis ensuite la technologie? Et il y a le dernier paramètre qui est L, qui est toujours le paramètre un petit peu énigmatique pour tout le monde, qui est la durée des civilisations, leur durée de visibilité. C'est-à-dire que elles émettent des rayonnements, ou alors, enfin, elles émettent des rayonnements. Et donc, c'est cette formule-là. Quand Frank a fait cette formule, on ne connaissait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc l'estimation, elle était très, très aléatoire. Aujourd'hui, regardez ce qu'on découvre avec les exoplanètes. Regarde ce que l'astrobiologie a apporté. Si on a un problème statistique, je dirais, c'est dans l'autre sens. C'est qu'aujourd'hui, l'univers est en train de se peupler de possibilités. Marcello. Non, je suis absolument d'accord. Le temps a changé la mise, disons, sur ce type de prévision. C'est clair que à côté du temps, il y a l'espace. Et ça, c'est l'ennemi, de quelle façon? Parce que l'ennemi nous empêche d'avoir des réponses à chacun des possibles paramètres qui nous servent. Parce que, bon, savoir les temps qu'ils ont vécu, il faut aussi les mettre en rapport au temps où nous, on est capable de l'avoir écouté et de l'avoir aperçu, en quelle façon. Et surtout, avec un décalage que peut-être qu'on arrive à un signal, mais qu'ils sont disparus depuis des millions d'années. Et ce qui est encore, ce que tu dis, Marcello, c'est que où est-ce qu'on était technologiquement il y a seulement 150 ans?
Non, 40, 50, Oui, non, après bah, 80, voilà, disons. voilà, disons 80. J'ai fait je mets un mur entre avant la guerre et après la guerre. Oui, mais La même, Deuxième Guerre admettons, mondiale. il suffirait qu'on soit simplement 100 ans, de Oui. 100 ans d'écart, on pourrait être voisin et ne pas savoir qu'on est voisin. Et à l'heure actuelle, on n'a pas la technologie. On est en train de commencer à avoir des formes d'observation qui permettent de voir tout le ciel en même temps, ce qui est un progrès énorme pour SETI. Alors, il y a des combinaisons de radiotélescopes dans le monde qui travaillent en réseau, mais maintenant aussi, on commence à avoir des moyens de recherche qui sont des moyens de recherche optique avec les signaux laser. Et les prochains développements d'observatoires, en quelque sorte, ce sont des caméras qui vont essayer de regarder le ciel et qui regarderont le ciel à tout moment. Tout le temps, 24 heures sur 24, tous les coins du ciel. Donc ça augmente un petit peu la possibilité de trouver quelque chose. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est encore très très primitif, mais c'est ce qu'on a pour le moment. Comme je dis toujours, il y a l'idée, l'important c'est de se mettre en chemin. Parce que quand on se met en chemin, on crée les opportunités et les possibilités de développer de futures technologies. Si on ne bouge pas, il n'y a rien qui arrive. C'est l'éternel optimisme. Ah, de vous êtes tous Nathalie. les deux des optimistes. Non, tu sais, les optimistes, dans ces cas-là, viennent de l'ignorance complète. Grazie mille. Alors, tu nous as envoyé quelques vidéos. On voit des photos magnifiques de tes expéditions dans les déserts terrestres, qui sont des milieux extrêmes. Donc, certaines de tes recherches, ça c'est assez inhabituel. Bon, il y a beaucoup de planétologues font beaucoup de recherches scientifiques au travers d'instruments. Donc, c'est de la télérecherche souvent, hein, avec des instruments, des sondes automatiques, des télescopes et d'autres types de capteurs. C'est un peu plus rare d'avoir des planétologues qui font du terrain, mais quand même, il y en a de plus en plus. En fait, c'est cette convergence de différentes disciplines scientifiques, la géologie, la volcanologie, la géographie physique, la biologie, qui font que... pardon. L'hydrologie, évidemment, la glaciologie aussi, etc., etc. Donc, surtout des sciences de la Terre, en fait, qui vont conduire les planétologues, et des sciences de la vie aussi, qui vont conduire les planétologues à faire du terrain. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer voilà, ce que l'on voit là et qu'est-ce qu'il te reste à faire, dans quelle partie de la planète Terre t'aimerais aller, où tu n'es pas encore allé pour chercher des extrémophiles ou des analogues? Tu sais, déjà, quand on aura fini de comprendre ce qui se passe dans le désert d'Atacama ou dans l'Altiplano, ça peut prendre des générations de chercheurs, rien que pour ça. Et ça nous donne pas seulement des indications sur ce qui se passait sur Mars dans le passé, ça nous donne des indications sur ce qui se passe sur Terre ici et maintenant. Donc c'est aussi pour ça qu'on y retourne. Et on n'y retourne pas simplement avec des chercheurs. Le camp que tu vois, c'est à Paronales, c'est au Chili. Ce que vous voyez là, c'est des stromatolites. Ce sont des monticules qui sont fabriqués par ces algues bleues et vertes qui vivent en symbiose avec des champignons. La vie s'équipe contre le milieu extrême. Mais on y va aussi avec des technologies qui sont l'équivalent des missions qu'on va envoyer dans le futur. Moi, quand je vais sur le terrain, j'emmène des instruments, comme par exemple, on a Kemin qui est aujourd'hui sur Curiosité, où on a Raman Libs qui se trouve sur Persévérance et qui va se trouver sur ExoMars. On a les chercheurs qui travaillent sur les missions aussi. On essaye de comprendre, quand on va là-bas, donc, quels sont les types d'habitats qu'on pourrait trouver sur Mars, mais aussi quelles sont leurs signatures, comment les reconnaître, comment les détecter, et la vie, quelle est la vie qui s'adapte, et comment elle s'adapte, et quel genre de signature. Par exemple, une des signatures particulières que vous avez vues dans les images, dans les diapositives, il y a un lac que vous avez vu au sommet qui est très très rouge. On est à près de 6000 mètres sur ce lac. L'eau est complètement transparente. C'est pas l'eau qui est rouge, ce sont les algues qui sont dedans. Et c'est un endroit où le rayonnement ultraviolet est extrême. En fait, on a mesuré le rayonnement ultraviolet le plus élevé de la planète à cet endroit. Et elles font comme vous, quand vous sortez au soleil, elles se mettent de la crème solaire. Sauf que la leur, elle est rouge. Ce sont des pigments. Et les pigments, c'est important parce qu'ils laissent une trace dans les roches. Et donc, ça fait partie des signatures qu'on peut essayer de trouver sur Mars, par exemple, des pigments ou alors des molécules organiques. En fait, on répète des missions, on répète les technologies et surtout, on essaye de comprendre quel genre de stratégie d'exploration il faut pour les détecter. Impressionnant.
Oui, Marcello. c'est extraordinaire ce type de, disons, de analogie qu'on va chercher, qu'on cherche en regardant la Terre pour trouver quelque chose qui peuvent nous donner des informations claires et plus précises sur possible présence de vie. Je pense que c'est difficile de trouver sur Mars. Mon idée de la campagne, ça nous amène beaucoup plus longtemps. Mais je n'arrive pas à dire nous, on est seuls dans l'univers. Et donc, et pour dire nous, ça signifie aussi si on trouve une petite fourmi de quel côté ça va, on est ensemble, c'est la cousine, de quelque façon. Et après, je pense toujours au fait que notre planète même, il y a 8 milliards d'individus de notre espèce, mais il y a des milliards et des milliards d'autres espèces, et il y a eu beaucoup plus des milliards d'espèces qui n'existent plus. Et donc là aussi, on revient au concept du temps, parce que c'est un moment où la vie est née, mais après s'est développée, a amené les grands dinosaures et les sauriens qui sont disparus. C'est clair que à ces moments-là, la vie s'était bien développée sur Terre pour donner lieu à des géants de ce type-là. Qu'on sait, on a trouvé les fossiles de partout, plus ou moins, dans la planète. Et je pense que c'est très, très, très important essayer de comprendre que aussi ailleurs, on peut avoir un type de vie. Et peut-être qu'on arrive sur une planète où il y a les dinosaures ou une planète où il y a les fourmis qui sont intelligentes. Ça on ne sait pas. Hein. On ne peut pas savoir. Mais s'il y avait quelqu'un qui arrivait il y a 75 millions ou 70 millions d'années sur Terre, se retrouvait avec des dinosaures, pas avec les hommes. Et ils étaient excessivement bien adaptés à leur environnement. Oui. En fait, c'est l'environnement qui l'a tué. Oui, c'est l'environnement qui l'a tué, oui. Avec un astéroïde. Mais déjà. En même temps, si ça n'était pas arrivé, vu le chemin d'évolution qu'il suivait, il est probable qu'il serait arrivé à un niveau d'intelligence. Peut-être on serait des sauriens. Ils avaient déjà morphologiquement, ils étaient en train d'évoluer. Ça me fait toujours penser à cette série qui existait dans les années 90, V, oui, les reptiliens. Les visiteurs. Je pense toujours à ça quand je pense aux dinosaures parce que certains d'entre eux avaient déjà développé une vision stéréoscopique. Ils avaient des membres supérieurs, des membres inférieurs, et ils étaient très très bien adaptés à leur environnement. Aussi bien que les requins sont adaptés à l'océan, et ça fait des dizaines de millions d'années qu'ils sont là. Et en tant qu'espèce, ça fait à peu près quoi 10 millions d'années que les primates, les humains, etc. Oui, les humains encore plus tard, mais les primates, oui. Les dinosaures, c'est 250. Et ça, c'est aussi à penser lorsqu'on va chercher une vie, parce que un dinosaure qui a une portable, par exemple, c'est difficile à penser pour nous, mais pas pour lui s'il existe. Et après, est-ce que ils seront intéressés à venir nous voir? Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Et en plus, une autre petite chose, c'est qu'en parlant de ce qu'on trouve, dans les météorites, on a trouvé des bases, disons, de la prébiotique. Hein. On a trouvé des protéines. Hein. Très peu, 2, je pense, au total. Mais il y avait des protéines, comme dans la comète, autour de la comète de Churyumov-Gerasimenko aussi, une protéine est sortie. Hein, une basique. Mais c'est une indication que, aussi d'un petit bout de poussière, peut y avoir quelque chose qui peut donner le switch, l'interrupteur pour arriver à le faire. Et une des hypothèses que la vie soit née parce qu'elle est amenée par des comètes. Ce genre de découverte ces dernières années a relancé l'idée, la théorie de la panspermie. Oui, et bon, ça, il faut le voir. Nous, on les cherche sur les astéroïdes, toujours. On essaye d'avoir, et on attend
Osiris Rex, qui a 600 grammes, pour arriver à mettre les mains dedans et jouer avec ça. Alors, tu sors ton autobiographie, on va en parler un peu, de vos vies, de ta vie de chercheuse. Parce qu'on sent bien la passion, la vocation. Alors ici, à la Cité des Sciences, évidemment, et de l'Industrie, c'est un lieu de transmission où, justement, les scientifiques, souvent français ou du monde entier, viennent témoigner, viennent transmettre. Alors tu as loupé la très belle introduction de Nezuma qui t'a fait une petite déclaration sur ton livre, qu'elle a trouvé très, très beau. Elle te relira ça tout à l'heure en aparté sûrement. Donc tu es parti aux États-Unis avec Edmond, ton mari, il y a déjà depuis en 1994, vous êtes partis tous les deux, travailler à la NASA, maintenant au SETI Institute. Qu'est-ce que tu peux nous transmettre aux gens qui nous regardent aussi sur Internet, aux jeunes aujourd'hui, si tu avais un message à leur donner? Persévérance, persévérance, persévérance. Il y a quelqu'un à côté de moi qui sait de quoi je parle. Il en a été au moins témoin d'un des épisodes, mais ça avait commencé beaucoup plus tôt parce que quand moi je suis née et Marcelo aussi, les sciences planétaires n'existaient pas. On en était à peine à lancer les premières sondes dans le système solaire. Les marinaires, c'est le début des années 60. Je suis née avec ça. Je suis venu avant la Lune. T'es venu avant la Lune? Avant la conquête. Avant la conquête de la Lune. Parce qu'avant la Lune, dis la donc... conquête avec la Lune 3. Lune 3, oui. Donc. Moi, je suis arrivée un tout petit peu plus tard, mais je suis arrivée avec les étoiles dans les yeux et j'ai jamais rien voulu faire d'autre. Et il y avait tout un concours de circonstances qui a fait que c'était pas un chemin facile. Parce qu'il y avait non seulement ça, puis le fait que aussi j'étais plutôt naturaliste que matheuse et physicienne. Et à l'époque, quand on voulait s'intéresser au ciel, c'était l'astronomie. La géologie planétaire n'existait pas. Alors j'ai rencontré tout plein d'obstacles. Je les ai assumés plus ou moins bien. Mais même quand je les ai pas bien assumés, j'ai compris les leçons de ces choses-là. Et le jour surtout où j'ai compris que s'il y avait quelque chose que je voulais faire, que je désirais véritablement, et si ça n'existait pas, il fallait pas que j'attende que les autres me l'amènent, mais qu'il fallait que je fasse mon propre chemin et que je crée cette chose-là par moi-même. Le jour où on comprend ça dans l'existence, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Parce que partout où on est, on crée nos propres opportunités. Ça n'a pas été simple, ça demande des sacrifices, c'est pas toujours les sacrifices qu'on fait pour soi-même. C'est facile parce qu'on a un but. Le plus difficile, c'est les sacrifices que les autres sont obligés de subir à cause de ça. Je ne suis pas partie de gaieté de cœur de Meudon. J'étais bien à Meudon. J'aurais voulu rester à Meudon. C'est pas moi qui ai décidé de partir. Mais à l'époque, il n'y avait pas de poste, il n'y avait pas de... Alors à ce moment-là, il faut essayer de comprendre à quel point on désire faire les choses qu'on fait. Marcello, il y a beaucoup plus de postes aujourd'hui Oui. Oui. Oui, décidément. Et il y a beaucoup plus d'opportunités. Par exemple, je te dis, depuis déjà 10 ans, la région Île-de-France a mis en place des programmes qui s'appellent des domaines d'intérêt majeur, dans lesquels il y en a un qui est astrophysique et origine de la vie. C'est une série de financements pour la première fois, qui sont donnés pas pour des recherches, mais pour mettre ensemble, coordonner et faire travailler ensemble des gens qui viennent d'horizons différents. En particulier, c'est DIM, comme s'appelle, le DIM ACAV, astrophysique et conditions d'apparition de la vie, met ensemble 24 laboratoires de l'Île-de-France, qui sont des laboratoires d'astrophysique, des laboratoires de géologie planétaire, de planétologie, de biologie et d'astrobiologie. Donc il y a vraiment une différence déjà de vision de la science vue par les ciels, c'est les astronomes, première chose. Et deuxième chose, bon, il y a eu un grand intérêt pour
certains domaines d'application d'accords, mais scientifiques. Et je vous rappelle que quand même la France a eu un nombre de prix Nobel pour la physique énorme dans les dernières années. Et ça est le fruit d'une politique scientifique qui, à partir de Gaulle, a été faite pour essayer de faire. Et ça a été appuyé avec des postes. Donc, avant les postes, il y en avait peut-être plus, mais c'était orienté. Et, disons, séparé bien l'un de l'autre. Ce qui a fait, dont a été victime. Je ne sais pas si tu as été une victime de ça, entre autres. Absolument pas. Victime, Nathalie. Maintenant, tu peux être un naturaliste, comme tu as dit, et tu peux avoir toute ta place dans l'ensemble des choses qui se font, parce que finalement, on a compris que la communication entre domaines différents est essentielle pour avancer. C'est vrai que pour Persévérance, il y a 300 Français et Françaises, des ingénieurs, des techniciens, des techniciennes, des scientifiques, dont 150 en Ile-de-France à peu près, qui travaillent sur cette mission martienne. Ça, c'est fantastique, c'est jamais arrivé en fait sur une mission martienne. Et puis, dans la recherche, comme on fait dans les Andes, par exemple, il m'est arrivé plus d'une fois d'avoir des étudiants français qui viennent et qui se joignent à nos expéditions. Ça fait partie de leur postdoc, ça fait partie ou de leur thèse, par exemple. C'est pas que j'ai coupé les ponts ou quoi que ce soit, mais alors à cette époque-là, c'était plus difficile. C'était certainement plus difficile. Oui. Alors parle-nous de l'Amérique, justement, l'Amérique. Oui, vu qu'on parle de cette époque-là, de transfert, de Nathalie, oui. Tu sais que tu as écrit, que ça a été écrit sur McKay, qui t'a, disons, ouvert une porte vers les États-Unis. Et tu sais pourquoi il était à Meudon? Travailler avec toi? Oui. Sur l'instrument qui allait sur Huygens. Sur Huygens, ouais. Et donc, c'était pour ça qu'il faisait les footings. Il faisait son footing son régulièrement. Footing pour arriver à Meudon à pied. Quand je l'ai vu ce jour-là, il essayait de penser à une mission d'exobiologie aussi sur Mars. Et il se trouvait qu'il n'avait pas de site et moi j'avais un site et pas de mission. Mais en fait, je suis partie de Meudon. J'ai fermé physiquement le laboratoire du professeur Dollfus. J'ai apporté la clé moi-même à la tour solaire. Et je suis partie avec 9 mois de bourse du ministère de la Recherche dans ma poche en disant, voilà, on verra bien. Et je suis partie avec un seul sac, ça je me rappelle, avec Guzef roulé dans mon sac. Guzef, et puis, tu vois. Et 27 ans après... Alors, il y a plusieurs points, effectivement, ce sont les rencontres, en fait. Les rencontres, on voit dans ton livre, mais on le sait quand on te connaît, et c'est probablement la vie des scientifiques, mais aussi la vie des gens en général. Il y a des rencontres qui changent la vie, en fait. Des rencontres positives, j'entends, qui changent la vie. Des rencontres avec des hommes, des femmes. Il y en a eu en France, en Europe, il y a eu à Moscou aussi, qui ont compté. Et puis aux États-Unis. Parle-nous un peu de la façon dont les Américains envisagent, en fait, la recherche scientifique, donnent leur chance ou pas, sont exigeants et comment le sont-ils? Parce que finalement, SETI, ça n'existe nulle part ailleurs en France. En tout cas, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui en France. On en parlait avec Marcello tout à l'heure. Le fonctionnement, en fait, même... En Europe. Même en Europe, voilà, même en Europe. Le fonctionnement même, en fait, de la recherche scientifique est assez différent. C'est différent. Il y a une certaine part de ça qui est un petit peu similaire tout de même, parce que tout le monde connaît la NASA, évidemment. Il n'y a pas que la NASA, il y a la NSF, etc. Mais on peut être fonctionnaire de la NASA comme on est fonctionnaire du CNRS, par exemple. On est un chercheur, on est financé, on a son salaire, si tu veux, qui tombe tous les mois, bien que malgré tout, on est quand même obligé de le justifier. Ça veut dire que si on n'est pas capable de justifier au moins une grande partie de ce salaire, 75%, on est resservi sur des programmes pour aider aux alentours. Mais je dirais que 80 ou 90% de la recherche aux États-Unis est faite par des instituts privés. C'est-à-dire des instituts comme l'Institut SETI. L'Institut SETI n'est pas le seul, il est unique du fait que lui s'occupe de la recherche de la vie dans l'univers depuis la microbiologie de l'origine de la vie jusqu'à la recherche de vie technologiquement avancée. Et ça, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait, donc si tu veux, j'en reparlerai un petit peu. Mais dans ces cas-là,
c'est à compétition tout le temps. Ça veut dire que ton salaire n'est jamais assuré. C'est à compétition, on répond à des appels d'offres, la NASA a des priorités, a des programmes, on écrit des projets de recherche ou des demandes de subvention, et ensuite c'est la compétition. On gagne ou on ne gagne pas. Si tu gagnes pas, tu n'as pas d'argent. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de filet aux États-Unis. C'est un système beaucoup plus dur et beaucoup plus compétitif. Mais en même temps, je trouve que ça nous oblige toujours à rester au top de notre discipline. Je trouve qu'il y a SETI qui est particulier parce qu'il est aussi à côté d'une grande centre de la NASA, depuis toujours en plus. C'est Ames et SETI qui sont liés ensemble. Et que je pense que SETI profite aussi de quelque chose de technologiquement avancé. Non, pas vraiment. Lorsque j'y étais, il y avait les chambres pour faire les impacts. Oui, elle y est toujours, mais ça sert à Ames. Et ça, c'est Ames, mais il y avait beaucoup du monde de SETI qui travaillait à ce moment. On en a aujourd'hui, on a peut-être 4 chercheurs. Le centre de Carl Sagan a environ 100 chercheurs, 93 à l'heure actuelle et 60 affiliés, donc environ 140-150 chercheurs. Ceux qui travaillent dans les chambres atmosphériques pour reconstituer les atmosphères de Vénus, de Mars ou tirer avec Pete Schultz. Il y en a quand même peu. Mais pour revenir à SETI, donc, puisqu'on en parle, SETI est complètement particulier dans la mesure où on a cette couverture de l'équation de Drake en quelque sorte. On a des astronomes, on a des astrophysiciens, on a des astrobiologistes, on a des gens qui cherchent des exoplanètes, on a des microbiologistes, on a des gens qui font de l'environnement. Si je vous disais que la partie SETI, qui est la recherche d'intelligence extraterrestre à l'Institut, c'est 10% de ce qu'on fait. C'est 10% de ce qu'on fait. Le reste, c'est une approche multidisciplinaire de la recherche de la vie dans l'espace. C'est exactement ce que tu disais, parce que l'innovation et la création, elles se trouvent à l'intersection des disciplines, et ça, tout le monde commence à le comprendre maintenant. Mais donc, on a cette espèce de vue holistique de la recherche de la vie dans l'univers. Et alors, l'aspect de Ames, c'est plutôt un aspect contractuel, c'est-à-dire que moi, je suis contracteur de NASA Ames. J'avais, pendant longtemps, jusqu'à temps qu'on me kidnappe et qu'on m'amène à l'Institut, physiquement, j'avais mon bureau à Ames aussi. Et donc, c'est contractuel. Ce que Ames apprécie beaucoup, c'est que depuis que les programmes de la NASA ont changé, l'astrobiologie a été restructurée. Et donc, Ames est en train de chercher maintenant son identité. C'était le centre d'astrobiologie, véritablement avant. Mais maintenant, c'est plutôt l'Institut SETI qui a cette identité. Et Ames, en quelque sorte, se sert de nos chercheurs pour continuer l'aspect astrobiologie. En même temps, je pourrais vous dire que l'Institut SETI, quelque chose qui n'est pas forcément connu non plus, a des chercheurs sur pratiquement toutes les missions. Ce qui a volé dans le système solaire, ce qui vole ou ce qui volera. Pour la plupart, on a des chercheurs qui sont engagés soit pour la recherche de sites d'atterrissage, soit en donnant des instruments, soit participant à des missions ou créant des missions eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est peu connu. SETI, la base, la racine, tout le monde le connaît pour les petits hommes verts, qui sont peut-être verts ou pas verts, j'en sais rien. Mais peut-être pas petits, d'ailleurs. Ils sont peut-être pas petits non peut-être plus. Des femmes. Oui, pourquoi pas. On dit les petits hommes verts, mais c'est peut-être des grandes femmes. Des grandes femmes vertes. violettes. Ouais, violet, voilà, tu vois, on est d'accord sur la couleur déjà. Alors, j'ai quelques photos, parce que toi, tu nous as amené des photos. Je crois qu'en régie, on a quelques photos aussi différentes, qui nous replongent un peu en arrière aussi. Voilà, ça fait longtemps que tu n'as pas dû... je crois que tu ne les as pas vues, ces photos-là. Alors ça, c'est Mars au code. C'est l'avion des frères Wright, des rovers. J'ai commencé avec celui-là. C'est vraiment avec ce prototype qui est un prototype russe, qui s'appelle Mars au code, que les Russes avaient... Il y en avait 2 exemplaires. Les Russes en avaient fourni un aux Américains à l'époque où, justement, Barsoukov
pensait à envoyer des rovers, ce type de rover, dans le cratère Gusev. C'est pour ça que j'ai atterri à l'Académie des sciences à Moscou en 1990, parce que Barsoukov voulait savoir ce qui se passait dans le cratère Gusev. Et puis Barsoukov est décédé, l'Union soviétique a été démantelée, ça n'est jamais arrivé, mais on avait toujours Mars au code et on a commencé les premiers tests de rover avec ce rover-là. C'était pénible parce qu'il avançait vraiment très, très lentement. Mais en même temps, ça nous permettait d'essayer de comprendre comment on faisait des opérations, comment une équipe de chercheurs et d'ingénieurs pouvait interagir avec un robot, parce que c'était le tout début de ces choses-là. Il n'y avait pas encore tellement d'interaction. Diapo suivante. Ah, ça, c'est le module, mais ça, c'était pour rigoler. C'est toi qui as pris cette photo ou c'est moi qui l'ai enfin, c'est moi qui ai pris la photo. Voilà, c'est en 96, quelque chose comme ça. C'est 95. Ouais, oui, 95. Ça, c'était dans le laboratoire de robotique à NASA Ames. Et c'est un module, je crois qu'ils essayaient de représenter quelque chose de la station spatiale. Je ne me rappelle plus si c'était... Et diapo d'après. J'avais des cheveux à cette époque-là. Oui, tu n'étais pas le seul. Et puis, ils étaient d'une couleur un petit peu différente. C'est tout au tout début. Au tout début où vous êtes arrivé, en fait, Edmond et toi, c'est à peine un an après. En fait. Un an à peine après, j'avais terminé la première partie, mon postdoc du ministère de la Recherche. Et à ce moment-là, Chris Mackay m'a demandé si je voulais rester. Et j'ai commencé avec ce qu'on appelle un NRC, qui est... Alors, comment on dit un fellowship en français? J'en sais rien du tout. Bourse, en fait. C'est une bourse, non, c'est... Plus qu'une bourse? Oui, parce que c'est là, vraiment, tu décides ce que tu veux de faire de ta recherche. C'est pas exactement la même chose. Et je suis restée là et j'ai eu la chance de rencontrer un jeune ingénieur de Carnegie Mellon à Pittsburgh, David Watergreen, qui était là aussi, qui faisait la même chose, qui était pour 2 ans, on était en même temps ensemble. Et contrairement à ce qui se passait à l'époque où le JPL commençait à construire des robots, mais il construisait des robots de la technologie, il venait voir les chercheurs en leur disant « Voilà notre jouet, essayez de faire quelque chose avec ». David est arrivé et m'a regardé et m'a dit « Nathalie, quelles sont les grandes questions scientifiques que tu voudrais résoudre sur Mars et comment je peux t'aider ?» 20 ans après, on travaille toujours ensemble et pour des raisons bien évidentes. Il est ce partenaire qui travaille avec moi dans le désert d'Atacama pour les missions de rover, ou aussi le planétarium Link Lander. J'ai vu quelques photos qui traînaient tout à l'heure c'est cette simulation de mission de Titan. Mais ça a commencé là. Carol Stoker m'a demandé de devenir son assistante. Et puis, en 1997, elle aurait dû diriger la mission Nomad. On a vu une diapositive aussi de Nomad, qui était vraiment le premier rover autonome. Très gros. Très gros, c'était la taille d'une Jeep. d'une grosse voiture. D'une grosse voiture, un SUV. Jeep. Ouais. Oui. Et c'était un robot que j'aimais vraiment. Il était très impressionnant, il avait de l'allure. Et on a fait 210 km dans le désert d'Atacama avec ce robot. C'était la première fois qu'on faisait une traversée tellement grande. Et il y avait un petit peu plus de 20 ou 30 km complètement autonome. Ça, c'était la première fois. Et la raison pour laquelle j'ai fini par diriger cette expérience, ça a été mon premier test en tant que directrice de projet. C'est parce que Carole a été sélectionnée pour la mission Pathfinder. Et on m'a demandé si je voulais prendre la suite. Tu vois, les intersections, les rencontres, les opportunités. Je crois que j'ai dit oui avant même de réfléchir. Et ensuite, avec David, quand on s'est retrouvés à 3 heures du matin, tous les deux à essayer de penser ce qu'il fallait faire pour le projet, on a dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ça, c'est aussi fantastique, c'est que dans vos métiers de passion et dans vos vocations, vous mixez non seulement plein de sciences, mais aussi plein de technologies. Vous faites de la robotique, vous faites de l'informatique, vous faites de l'optique, vous faites de la mécanique. C'est extraordinaire. Et de l'intelligence artificielle maintenant, puisque les robots avancent seuls et commencent à prendre des décisions relativement seuls et autonomes. Voilà, tout doucement. Hein. Je disais à Nathalie hier, avec le micro. Sur Osiris-Rex, par exemple, et sur Hayabusa, les satellites ont été capables de descendre à quelques mètres de la surface et voir quels étaient les obstacles qu'il fallait. Et repartir de manière autonome. Oui. Incroyable. Alors qu'il n'y a pas de gravité pour attirer le satellite. Une partie, par exemple, les logiciels d'autonomie qui avaient sur
sur Spirit et Opportunité ont été développés dans le désert d'Atacama avec nos tests. C'est la première navigation autonome. Alors aujourd'hui, ça va bien plus loin, évidemment. Pas beaucoup plus vite. Pas beaucoup plus vite parce qu'on fait de la science, parce que le but, c'est pas de lancer à toute allure quelque chose sur Mars, mais d'essayer de comprendre le paysage et ce qui se passe dans la géologie. Mais par contre, des missions comme Planetary Lakelandr qui simulent des missions sur Titan qui sont beaucoup plus loin, où la communication est plus difficile, là, on commence véritablement à parler de sentinelles, de robots sentinelles, c'est-à-dire qui sont capables de comprendre leur environnement, qui sont capables de comprendre les priorités de la mission, et de prendre des décisions par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'attendent plus que les humains communiquent avec. C'est quelque chose qui me... Ça commence à être dangereux. Alors le temps passe, on pourrait rester toute la soirée, mais malheureusement, évidemment, ce n'est pas le cas. Alors on va quand même permettre à la salle de poser quelques questions à nos invités, en fait, à Nathalie et à Marcello. Si vous en avez des questions, hein, je ne sais pas. Moi, j'en ai plein, on pourrait rester vraiment des heures. En plus, j'ai encore une ou deux diapos, je crois que j'avais retrouvé. Mais y a-t-il des questions? Ah, Marie-Claude. Une petite question technique. Sur une des photographies, on a vu que dans le fond des lacs, du volcan, du Grand Cabourg, il y a des copépodes. Qu'est-ce qu'on appelle les copépodes? C'est du zooplancton, c'est-à-dire, en fait, ce sont comme des petites crevettes, ce sont des crevettes microscopiques. Elles font quelques centaines de microns, les plus grosses environ 1 millimètre. Vous avez vu comme elles sont rouges. C'est ce fameux pigment dont je parle, parce que il y a beaucoup de rayonnement UV et court, UVA et UVB. Désolé. Y a-t-il une autre question? Bonsoir. Merci à tous pour cette conférence. J'avais une question. Je voulais savoir vos points de vue à tous sur l'expansion de l'univers, le point de vue, enfin, le problème éthique que ça posera plus tard pour les civilisations, étant donné que notre ignorance, enfin, le champ des possibles va diminuer sur l'observation et donc peut-être que finalement notre façon d'explorer l'univers actuellement et de chercher la vie peut-être finalement et commence à enfin voilà, finalement on a peut-être une certaine fenêtre pour chercher la vie. Alors bon, je vais commencer, puis Marcello, si tu veux prendre aussi. Alors là, on peut partir sur des choses très intéressantes parce que, bon, quand il s'agit de l'expansion de l'univers, on a le temps quand même, ne vous paniquez pas. Je pense qu'on peut continuer d'explorer l'univers tel qu'on l'explore à l'heure actuelle pendant encore un bon moment. Mais à mon avis, ce qui est beaucoup plus important, c'est cette notion de la façon dont on cherche. Et on appréhende l'univers qui nous entoure toujours avec la technologie et les moyens qu'on a à un moment donné et bien définis dans le temps. Et cette vérité, ou en tout cas cette connaissance, j'aime pas le terme de vérité, mais cette connaissance, elle va évoluer en fonction de la résolution des instruments, des techniques et des méthodes qu'on utilise. Ce que je trouve, moi, excessivement intéressant, et peut-être Marcello, tu auras une opinion sur le sujet, parce que c'est des choses qui commencent à apparaître en physique particulièrement, sur les gens qui s'intéressent à la cosmologie, c'est que les plus grands progrès ces 15 dernières années sur la notion de ce qu'est la vie, la nature de la vie et comment chercher, ne viennent pas de l'astrobiologie. Ils viennent de la physique quantique, de la neuroscience et de l'intelligence artificielle. Et de ramener la vie à ses éléments les plus primordiaux, c'est-à-dire la dimension quantique, et à ce moment-là, on la ramène à une notion d'énergie et d'information. Et il y a un changement de paradigme complet. Il y a différentes équipes qui travaillent sur ces questions-là et qui semblent converger vers des conclusions qui sont les mêmes. Mais le problème, ce sont des théories comme celle du biocentrisme, par exemple. Quand on arrive à des théories comme ça, qui viennent de la physique quantique, etc., qui remettent en cause votre notion de la réalité, qui remettent en cause le fait qu'il n'y a pas une séparation entre le monde physique et le monde biologique, que l'univers est vivant. Et
comment on va démontrer? Le travail des prochaines années, à mon avis, ça c'est la révolution scientifique des 15 prochaines années, mais le travail de la communauté scientifique va être d'essayer de développer des expériences pour pouvoir falsifier ou vérifier ces théories. S'ils ont raison, c'est un changement complet de notre vision des choses. En plus, en tant que scientifique, quand un neuroscientifique me dit que la réalité telle qu'on la conçoit autour de nous, elle est née dans notre cerveau, et qu'elle est créée par notre cerveau, c'est un petit problème parce que la science, elle mesure l'univers que l'on voit et que l'on perçoit. Alors qu'est-ce qu'on mesure? Il y a aujourd'hui quelque chose de très intéressant. Alors pourquoi l'intelligence artificielle, ça nous aide? Parce que l'intelligence artificielle, c'est un petit peu comme parler à E.T. C'est quelque chose qui peut construire des schémas, qui peut construire des modèles de pensée qui peuvent être différents des nôtres aussi. Mais il y a différents domaines. Et ces domaines sont en train de se réunir. Il y a beaucoup de groupes multidisciplinaires encore qui travaillent ensemble et qui sont en train de redéfinir non seulement notre vision de la réalité, le fait que l'univers peut être vivant ou pas vivant, et j'irai pas jusqu'à discuter la conscience parce qu'on est en train de remettre ça en cause aussi. On est à une période de la science qui est absolument merveilleuse à l'heure actuelle, mais le travail, comme je le disais, la communauté scientifique, ça va essayer de démêler dans les 15 à 20 ans. Où est-ce qu'on peut avancer? Où est-ce qu'on peut faire des progrès? Oui, oui. Et dans cette communauté, il y a la place pour les philosophes, il y a la place aussi pour les humanistes, naturellement. Et pas seulement pour les physiciens, les astronomes ou les biologistes. Et je trouve que la demande, si nous on découvre ce qui existe ou c'est nous qui découvrons quelque chose que nous projetons ailleurs, c'est une des demandes les plus difficiles. L'univers que nous manifestons, oui, c'est l'observeur. C'est l'observer, ce qu'on observe ou ce qu'on a créé. Et ça, c'est terrorisant dans un certain point de vue. Après une vie de données recueillies. Le fait est que la physique quantique dit que l'observateur modifie l'expérience. Et en fait, pour SETI, c'est très intéressant. J'ai des collègues, des chercheurs à l'Institut SETI, qui essayent de développer des expériences en disant si E.T. regarde dans une direction de l'univers, eux aussi, selon la théorie quantique, ils modifient ce qu'ils regardent. Voilà. Alors, si l'univers est vivant, bien évidemment, maintenant, on ne va plus chercher la vie, puisque tout est vivant. Mais on peut quand même continuer d'explorer sa diversité. Et ce que j'écrivais dans le livre, c'est plus qu'on cherche la vie dans l'univers, mais la vie par l'univers. Et là, les philosophes arrivent à grand renfort. Et c'est ça qui est fascinant dans ces programmes de recherche qui va se développer sûrement, parce que c'est trop important d'arriver à vérifier ou falsifier. On parle de philosophes. Épicure, en moins 300 avant Jésus-Christ, à son élève Hérodote, parlait déjà de pluralité des mondes. Donc ça ne date pas d'hier. Nedjma. Mais après, il y a quelqu'un qui a été brûlé pour ça. Alors voilà, après ça a continué quand même, effectivement. Il y a eu, avant Galilée, il y a quand même eu... oui, c'est ça. Giordano Bruno, on ne l'oubliera jamais. Nedjma. Alors en fait, moi je vais vous transmettre les questions des internautes. Nous en avons plusieurs. La première, c'est existe-t-il des extrémophiles qui seraient susceptibles de survivre sur Mars? Réponse oui. On le sait déjà, c'est pour ça qu'on fait tellement attention de ne pas contaminer. On essaye de stériliser les rovers ou les sondes, n'importe lesquels, les landers, qui vont sur Mars. Maintenant, on le fait dans la mesure de notre technologie. Alors, avec Mars, c'est assez simple tout de même, mais ça explique aussi comment on explore. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais enfin, vous cherchez la vie partout, vous dites qu'il faut suivre l'eau, il y a des calottes polaires là qui font rien, il y a de la glace qui est près de la surface, pourquoi vous n'allez pas dans ces régions ou pourquoi vous n'allez pas près des volcans qui sont en éruption, enfin, qui étaient en éruption récemment sur Mars ?» Alors la raison, elle est simple, c'est qu'on veut éviter de contaminer. Si on arrive directement avec une sonde dont on sait qu'on l'a stérilisée, mais on ne connaît pas complètement le degré de stérilisation, c'est simplement notre limitation technique, on ne veut pas risquer de contaminer Mars. Mais si vous atterrissez suffisamment loin de ces zones,
au bout de quelques jours, Mars est tellement stérilisant comme environnement qu'il n'y a plus grand danger, en fait. Est-ce que la glace d'eau des calottes pourrait être des nutriments, pourrait être d'une vie importée de la planète Terre? On sait ça? Il y a beaucoup de gens, et encore une fois, je ne suis pas biologiste, mais il y a beaucoup de chercheurs qui disent aujourd'hui que des extrémophiles terrestres pourraient très bien s'adapter. S'adapter. Oui. Donc, oui. pas seulement survivre, mais vraiment s'adapter. Oui, s'adapter. Une autre question, Netuma? Oui, pour un autre internaute, mais je pense que vous veniez de répondre, mais je la pose quand même, c'est la 5e question. La personne demande si des bactéries terrestres seraient survivantes dans l'espace sur les surfaces des navettes spatiales et si ces organismes peuvent survivre soumis au rayonnement ionisant et aux températures extrêmes. Alors, on a quelques candidats quand même. Évidemment, il y a comment on l'appelle, Water Bear. Il y a Radio Durance, en fait. Oui, non, il y a Radio Durance, et puis, comment on les appelle les blobs, non, pardon. Oui, tardigrades. Les tardigrades. Les tardigrades, et puis il y a d'autres familles qui sont aussi performants. Alors ceux-là, on peut les soumettre à peu près tout ce qu'on veut, et il semblerait qu'ils aient une résistance phénoménale. Je ne sais pas s'ils survivraient sur Mars, mais sur la station spatiale, il y a quelques exemples d'organismes qui ont survécu. Et puis sur la Lune aussi, dans les structures de surveilleurs, on se souvient d'organismes en léthargie ou quelque chose proche de la léthargie qui a survécu au retour sur Terre. Après, oui, et je suppose que quand on regarde en fait la vie sur Terre ou même dans l'espace proche, le plus dur c'est probablement de la faire démarrer. Encore, j'en suis pas si sûre parce qu'elle apparaît tellement tôt dans l'histoire de la Terre qu'on peut se dire que c'est peut-être un processus qui arrive très très tôt, mais une fois qu'elle est démarrée, c'est très très dur de la faire disparaître. Même sans tectonique des plaques, même sans magnétosphère, même sans hydrosphère, même sans... la magnétosphère, tu peux t'en séparer du moment que tu es sous la surface. À partir d'un certain moment, du moment que tu as un refuge au-dessus de ta tête, il n'y a plus le rayonnement, ça, c'est plus un problème. La tectonique des plaques, c'est autre chose, parce que ça parle de la dynamique d'une planète. Est-ce qu'un manteau froid et Réponse sur Titan ou sur Encelade? Maintenant, tu peux remplacer la tectonique des plaques, par exemple, sur des petits corps comme Encelade et Europa, simplement par les poussées, les marées gravitationnelles. Alors, les gravitationnelles... oui, le Jupiter, la présence et les geysers et les geysers gelés. Alors Pluton est un bon candidat aussi pour des formes peut-être pas prébiotiques, mais en tout cas pour des formes organiques complexes. Déjà, simplement Grande le surprise, fait quand même. qu'il y ait une géologie tellement active sur Pluton, ça, je pense que ça a bluffé tout le monde. Incroyable. Hein. Ouais. Ça aussi, c'est une extraordinaire leçon de l'exploration de ces 60 dernières années, l'exploration automatique. C'est l'incroyable diversité, en fait, dans le système solaire, et peut-être sûrement au-delà pour les systèmes exoplanétaires. Oui, mais tu sais, c'est comme tu disais, 8 milliards d'individus indifférents de l'autre. Là, il y a 8 objets, 9 si on met Pluton dedans, qui sont des cousins, d'une famille qui sont complètement différents l'un de l'autre. Ouais. Mais il y a des choses qui sont très semblables. Oui. Et il y a des choses qui sont très importantes parce que ça permet de comprendre que la famille est la même. Oui, ça c'est un bon point, Marcello, c'est que toute la vie sur Terre, aussi différente soit-elle, pour le moment, on la ramène à un ancêtre commun. C'est la même branche partout, quelle que soit la vie, aussi différente soit-elle, c'est un ancêtre commun. Maintenant, il y a un chercheur aux États-Unis, une femme en fait, qui a fait ce travail en disant, ok, la vie qui est aujourd'hui là, c'est la vie qui a survécu. Probablement, quand la vie a démarré sur Terre, elle a été annihilée de nombreuses fois. Mais elle dit, aujourd'hui, l'arbre de vie qu'on voit, c'est le nôtre. Mais est-ce que une vie complètement différente, des métabolismes complètement différents qui seraient apparus à différentes époques sur Terre, auraient perduré et qui sont tellement différents d'une autre qu'on ne peut pas le concevoir comme vivant. Elle appelle ça de shadow biosphere, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français, la biosphère cachée en quelque sorte. Et donc, pour les astrobiologistes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, il y a beaucoup de travaux
pour essayer de découvrir si une biosphère de cet ordre-là existe, parce que si on est capable de détecter ça, ça nous aidera beaucoup à essayer de détecter la vie ailleurs. Nejma, une dernière question? Oui, cela dit, il y en a tellement que Nathalie Cabrol, faudra nous écrire. Faudra revenir, Et revenir, bien sûr. peut-être en janvier. Oui, alors je prends donc la dernière question dans la salle, s'il vous plaît. Voilà. C'est comme pour Nathalie Cabrol, c'est-à-dire qu'il y a toujours des batailles à mener. Il faut... Oh, il va y avoir une séance de dédicace dans quelques instants. Vous pourrez sûrement poser les questions pendant la dédicace. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Il y a une question que vous avez donnée en début, c'était la définition de la vie, et vous n'avez pas vraiment répondu. Est-ce que vous pouvez nous donner, à vous tous, votre définition personnelle de ce qu'est la vie, après toute cette conférence? S'il y a un choix à faire ou s'il n'y a pas de choix. Enfin. Non, Chacun. non, et c'est même pas une question de dire il y a un choix à faire, etc. Je réponds souvent à cette question en disant, bon, je vais répondre plus directement, déjà pour commencer, en disant que il n'y a pas une seule définition de la vie, mais qu'on peut utiliser une définition de la vie comme un outil en fonction de ce qu'on cherche. Et l'exemple que je prends, généralement, c'est de dire qu'on imagine que la vie, ce soit un paysage, carte postale. Et dans ce paysage, vous avez toutes sortes de choses, comme un ciel avec des nuages, une colline, ce que vous voulez y mettre. Si vous voulez travailler sur les nuages, vous allez décrire les nuages. Et la définition que vous donnez de votre carte postale en fonction des nuages, elle est exacte dans le contexte de votre recherche. Si vous voulez mettre plusieurs éléments, vous allez décrire votre carte postale en fonction de ça. À l'heure actuelle, c'est ce qu'on fait. Il n'y a pas une définition de la vie. On s'accorde sur quelques principes de métabolisme, de reproduction, etc. Mais c'est véritablement, encore une fois, la plomberie de la vie. C'est ce que la vie fait. Maintenant, il y a aussi l'histoire de la nature de la vie, qui est complètement différente. Ça vient plutôt vers le pourquoi des choses. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si la vie est ce que la vie fait. C'est-à-dire si on se ramène à une définition physique ou si on va définir autre chose pour la vie. Alors pour le moment, on travaille avec ces définitions physiques. On sait qu'on va chercher quelque chose qui métabolise, on va chercher quelque chose qui a besoin d'énergie, qui a besoin d'un certain nombre de briques. Ça, ce sont les outils qu'on utilise en astrobiologie en disant on va chercher la vie ailleurs. Parce qu'évidemment, le grand paradoxe, c'est qu'on est parti chercher la vie ailleurs et on n'a pas une définition de la vie sur Terre. Marcello, ta vision, ta définition de la vie? Ma définition de la vie a été, comme tu disais, celle qu'on a appris au lycée, très physique et très simple. Mais je pense que la vie, c'est ce qui permet d'arriver à être capable de penser et de réaliser ce qu'on veut faire, en quelque façon. La vie, c'est ce qui nous permet de changer. Et je ne sais pas, c'est déjà appliqué, mais si on pense à la capacité de survie des éléments les plus petits, c'est la même chose. Donc les mutations, la capacité de se brancher sur cette planète avec tous les changements qu'il y a, la vie est quelque chose, à mon avis, qui permet à nous et à tous les êtres vivants, donc à tout ce qui est vie, de changer, d'évoluer et d'évoluer en avant. C'est pas une définition de la vie, c'est une définition de qu'est-ce que la vie peut faire. C'est une description. C'est une description. Plus qu'une définition. Et on est limité à ça pour le moment. En fait, très très rapidement, quand on parle de ces questions de la vie, il y a le où, le quoi, le comment, et puis après il y a le pourquoi. Moi, en tant que géographe, quand même, j'aurais tendance à dire que c'est une formidable chance et opportunité. Donc là aussi, c'est un prisme particulier. Voilà, donc il ne faut pas gâcher cette chance et cette opportunité. Donc je vire à l'écologue, pas à l'écologiste encore, mais peut-être plus tard, mais en tout cas à l'écologue. Donc on a quand même, et depuis Apollo 8, on le figure vraiment.
on a quand même, et Thomas Pesquet en témoigne tous les jours depuis la station spatiale notamment, tous les astronautes ont le même témoignage, une incroyable opportunité, pour l'instant unique. Pour le moment, oui, on est le seul exemplaire de ce qu'on cherche, d'une version. Alors, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pour le moment, ce qu'on cherche dans l'univers, c'est une autre version de nous-mêmes. Et pour cause, parce que c'est le seul modèle que l'on a pour le moment. Mais encore une fois, c'est probablement pas un modèle rare. Ça ne veut pas dire que si on trouve une civilisation extraterrestre avancée, ils vont nécessairement nous ressembler. Il y a probablement des convergences de formes qui vont apparaître. Tout simplement quand on regarde des inventions sur Terre complètement indépendantes pour répondre aux besoins d'adaptation de l'environnement. Les yeux, ça a été inventé une vingtaine de fois de manière complètement indépendante sur Terre, à répétition. Donc il y a quand même des réponses à des demandes. Je pense qu'une vie qui apparaît ailleurs, elle va devoir interagir avec son environnement. Et donc à partir de là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et il y a aussi la nécessité de s'adapter. Donc il va y avoir des points communs quelque part. Ça ne veut pas dire qu'ils nous ressembleront. Regardez la vie sur Terre, et tu le disais encore tout à l'heure, au fur et à mesure de l'évolution, on est passé à des formes de vie qui sont très différentes. Pourquoi les dinosaures étaient énormes? Pourquoi parce qu'à cette époque-là, la végétation était luxuriante, il y avait une atmosphère qui était différente, il y avait des tas de choses qui étaient différentes. Aujourd'hui, on est plus petit, on a tendance à... Il y a des magnifiques exemples, même récemment dans l'histoire des humains, au tout début, quand il y avait encore 4 ou 5 espèces humaines. Je ne parle pas de race, je parle d'espèces humaines à la surface de la Terre, de cette espèce qui s'est trouvée prisonnière en quelque sorte sur cette île, Homo florensis, et d'un seul coup, en l'espace de quelques générations, ils sont devenus tout petits. Et tous les animaux sur cette île sont devenus tout petits. Donc, il y a cette adaptation. La clé dans tout ça, c'est cette coévolution dont on parle, de la vie et de l'environnement. Et ça doit être probablement un processus universel. Donc c'est peut-être la clé pour continuer, pour poursuivre les recherches, chercher avec ce prisme-là. Maintenant, on cherche des niches écologiques sur Mars. Donc on va, peut-être à l'époque de Viking, je ne dis pas qu'on se posait n'importe où, mais en tout cas définitivement aujourd'hui, on sélectionne avec raison et ultra précision les sites d'atterrissage, et partout dans le système solaire. Ça, écoute, en ayant fait des missions spatiales, c'est jamais les scientifiques qui décident où on va atterrir, c'est l'ingénieur. Maudits ingénieurs. Oui, et après, ça dépend s'il chercherait convaincant ou non. Non, il te permet... Non. Il te permet de bouger quand même. Ça, c'est la grande différence. Bon, je crois il y a des rovers. Parce que l'ingénieur dit, d'accord, je dois t'amener, après tu fais ce que tu veux. Oui, je non, ne peux c'est pas vrai, courir les risques. Ils ont raison. Si on tue la mission, il n'y a pas de mission. Ils ont raison. Mais, pour revenir à Gusev, que je connais parce que j'étais au milieu de la bagarre, je peux te garantir que si tu les convaincs suffisamment, ils vont se dépasser pour essayer de faire atterrir ta sonde. Donc je sais que Gusev, c'était non, du point de vue de l'engineering, parce que d'abord l'ellipse d'atterrissage était grande à ce moment-là, on l'a réduite, mais il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas réduire, c'était les vents à l'atterrissage. Et Gusev était limite, on était vraiment à la limite. Et ils ont tout fait dans leurs calculs pour essayer de dire ça va marcher, ça va marcher. On a envoyé Spirit, on sait ce qui s'est passé, elle a atterri dans Gusev. Quand on a reçu les données, les vents, ils étaient 3 ou 4 mètres par seconde supérieurs à ce que les modèles y montraient. On a rebondi tellement haut qu'on on a rebondi pendant 5 minutes à la surface de Mars. Oui, c'était des airbags à l'époque. Mais c'est... moi, j'ai eu la même expérience avec Titan. Nous, on ne voyait rien en plus. On croisait les atmosphères les plus épaisses du système solaire. Non, c'était... On voyait rien. On n'avait pas les contacts. 80 minutes. Non, rien du tout. C'est que la magnifique vidéo qui existe, moi que je regarde toujours, parce que quand je vois l'atterrissage de Titan, de Huygens dans Titan, j'ai l'impression qu'on atterrit dans la baie à San Francisco. Ça ressemble exactement à l'atterrissage à Auckland, avec les mêmes collines, avec les mêmes rivières, etc. Mais c'est vrai que pour Titan, c'est pratiquement 2 heures. Ouais. Sur Mars, on croisait les doigts, on se disait, bon, on avait un direct. Alors, on entendait Spirit, on perdait Spirit, on entendait Spirit, on perdait Spirit, on se demandait ce qui se passait pendant ce temps-là. Oui, mais ça c'est une différence. C'est une différence. Nous, on est resté 80 minutes comme ça, en attendant qu'il arrive quelque chose. Ouais. Bon, Nathalie, le mot de la fin, avant la séance de dédicace? Avant la séance de dédicace, ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, ça fait 17 ans que je n'étais pas venue en France.
ça fait long, ça fait très long. Et je viens de passer environ 10 jours à Paris, entraînée un petit peu partout par une équipe d'édition qui est formidable et qui m'a donné l'opportunité de pouvoir venir comme ce soir vous parler. Ce que je peux vous promettre, c'est que ça ne prendra pas 17 ans à nouveau pour que je revienne. Il y a des raisons qui vont m'amener à être un petit peu plus présente en France et que ce sera avec plaisir que je reprendrai les conférences en France si ça vous dit de continuer cette conversation. Et puis, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis là à nouveau, surtout de voir ce personnage-là parce que il a une partie essentielle dans mon existence, parce que si tu n'avais pas été là à des moments critiques, les choses auraient pu tourner très différemment. Il n'y a pas besoin de revenir sur les détails, mais Marcello Fulchignoni a une place très importante dans mon existence. C'est pour ça que je voulais que tu sois là ce soir. Merci. Gilles, tu fais aussi partie de cette période de Meudon, et puis évidemment maintenant aussi, bien entendu, on a gardé des contacts. Mais ce que je voulais dire, c'est, même si je suis aux États-Unis, je n'ai pas choisi de partir aux États-Unis, mais les Américains m'ont accueilli à bras ouverts et m'ont donné toutes les possibilités de faire ce que je voulais. Mais ça ne veut pas dire que j'ai oublié la France ou que j'ai oublié les gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Alors, je serai de retour et on continuera cette conversation. Eh bien, merci Oui, beaucoup. on va Mesdames, t'attendre. Messieurs, vous On pouvez t'attend. l'applaudir. Applaudir Marcello aussi. Merci à tous les deux. On a toujours une pensée à la Cité des Sciences, toujours une pensée pour André Braic et pour Audouin Dolphus, qui Et aiment André tant Cailleux. partager, et André Cailleux et Gérard de Cailleux aussi, qui nous a quittés récemment. Voilà, toutes les personnes qui ont partagé tant de moments fantastiques ici même ou à distance, à Darmstadt, à la NASA, à l'ESA, au CNES. Et grâce à vous aussi, les scientifiques qui permettaient de transmettre au grand public et aux jeunes et de donner de l'espérance. Merci à tous les deux. C'est l'heure de la séance de dédicace. C'est dommage pour les gens qui sont à distance sur YouTube parce qu'il faudra revenir pour vous faire dédicacer le livre de Nathalie Cabrol. Mesdames, Messieurs, à très bientôt.